Bonsoir à tous. J'ai le plaisir d'avoir à notre côté Jean Rivellois, qui est un spécialiste de la question de la drogue, sociologue. Il a travaillé longues années au Mexique, connaît bien la Colombie, et est l'auteur du livre Drogue et pouvoir du Mexique au paradis, publié par les éditions L'Harmattan. Nous allons discuter ce soir d'un thème qui depuis des années, depuis des années, est dans la première plan de plusieurs journaux, qui s'appelle la lutte contre le narcotrafic au Mexique. Quelques éléments avant de donner tout de suite la parole à Jean Rivellois. Il faut savoir que le Mexique a actuellement une population de 115 millions d'habitants. C'est quand même une population considérable. La surface est à peu près 4 fois celui de la France. Est membre de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, est membre du groupe 20, du 20. Et c'était le premier pays de l'Amérique latine à avoir signé un accord de libre-échange avec les États-Unis, le Canada et aussi ensuite avec l'Union européenne. Il faut savoir que depuis quelques années, le Mexique est considéré comme un des pays les plus violents de l'Amérique latine. Pour vous donner un chiffre très rapidement, c'est que en 2012, se sont produits 28 millions de délits au Mexique. 5 millions de plus qu'en 2011. 60% de la population mexicaine pense qu'actuellement la situation est pire que par le passé. Deux choses finalement qui sont importantes avant de donner la parole à Jean Rivellois, c'est qu'entre 2006 et 2011, il y a eu au Mexique, chiffre officiel, 55 000 morts, c'est-à-dire que ce sont les conflits les plus mortiers de la planète à cette période-là. Et une dernière chose que je voudrais citer, parce que c'est important, étant donné que le Mexique est voisin des États-Unis, la première puissance consommatrice de drogue au monde, c'est qu'au niveau de l'assistance militaire des États-Unis, elle a continué à grandir ces dernières années. En 2006, ça a été de 44,8 millions de dollars et en 2010, elle a monté à 508 millions de dollars. Avec ces chiffres-là, avec un nouveau gouvernement qui est arrivé aux affaires en décembre 2012, maintenant, je donne la parole à Jean Rivellois, qui va développer justement un peu l'histoire de ce qui se passe au Mexique et où nous sommes maintenant. C'était un système hiérarchisé, pyramidal, centralisé, dont la clé de voûte était le président de la République. Lui distribuait à travers le DEDAS les pouvoirs qui structuraient la nation. C'est un système qui assure la protection, l'enrichissement et la promotion de ces cadres. C'est un système qui se fonde sur la corruption. Le lien du parti aux élites s'exerce à travers un chantage implicite. Je tolère que vous vous enrichissiez par l'usage, par les pratiques de corruption. En échange, vous restez mon obligé. Si vous me trahissez, si vous rejoignez une autre clientèle ou l'opposition au parti, alors il y a un risque de sanction pénale qui viendra punir votre trahison. Pénale, pourquoi ? Parce que parallèlement au fait que je vous autorise à transgresser la loi, je constitue un dossier vous concernant qui fait la liste dans laquelle se trouvent tous les actes transgressifs que vous avez commis. Et ce dossier, je le transmettrai à la justice le jour où vous me trahirez. Entre parenthèses, le Mexique n'a pas le monopole de cette pratique politique. Il n'empêche que le prix a marqué le pouvoir. Il a marqué les rapports de pouvoir, il a également marqué les rapports de domination à un niveau local, municipal,
régionale et nationale. Voilà. Le chef, on dira le maître de clientèle est celui qui contrôle, qui dirige ces rapports de corruption. Ceux qui détiennent le pouvoir, ce sont ceux qui sont en mesure d'exercer la corruption. C'est-à-dire, ceux qui vont le plus en tirer bénéfices sont ceux qui détiennent le pouvoir. Pour les autres, ils peuvent être corrompus, on peut transgresser les lois, tout un chacun peut transgresser les lois, mais il faut payer celui qui fait les lois, celui qui est chargé de les appliquer et celui qui est chargé de veiller à leur respect, c'est-à-dire le juge. Je peux transgresser les lois à condition de payer. C'est la base de la corruption et c'est par ce moyen-là que la corruption s'est diffusée à travers tout le pays, à travers ce qu'on appelle la mordida. D'accord? La fameuse mordida. Alors, je vous rassure, la mordida, le Mexique, bon, il a peut-être le monopole de l'expression, mais il n'a pas le monopole de sa pratique. Voilà. Donc, ce qui veut dire, encore une fois, que nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes dans un état de transgression tolérée des lois. C'est ce qui a fait la structure du prix. C'est par ce moyen-là que la corruption s'est étendue à toute la sphère de la société. Alors, cette corruption a été mise, nous l'avons vu, au service du clientélisme. Pourquoi ? C'est quand même étonnant, le Mexique est le seul État du continent où il n'y a jamais eu de coup d'État. Comment l'expliquez-vous ? Eh bien moi, je l'explique en disant que la corruption mexicaine, clientéliste, a eu un effet de redistribution des richesses nationales au profit de la société. C'est-à-dire, et c'est ce qui constitue une caractéristique du prix du pouvoir mexicain, je détiens le pouvoir, je détourne une partie de ces richesses, en échange, j'en redistribue une partie à mes clientèles sociales. Il s'agit donc d'une corruption descendante, redistributive. Je ne vais pas garder pour moi tout seul les bénéfices de ma corruption. Je dois en redistribuer une partie à mes clientèles. C'est ce qui a fait que le prix est resté si longtemps au pouvoir et c'est ce qui a fait que le Mexique n'a pas connu de coup d'État militaire. Ne me dites pas que je justifie la corruption, je suis sociologue. Donc, je n'étudie pas le bien ou le mal de la corruption, j'étudie comment elle fonctionne et quelles en sont ses implications au niveau politique.
Voilà, c'est tout. Alors, donc le prix était cet instrument politique qui permettait une redistribution sociale des bénéfices de la corruption, et c'est pour ça que le Mexique a connu une stabilité politique. Autre manière, autre instrument de fonctionnement du prix, le clientélisme, nous l'avons vu, la corruption, le corporatisme. On ne va pas s'étendre là-dessus, il y a de nombreux ouvrages sur le corporatisme mexicain, qui est, je dirais, un cas d'école, puisqu'à travers le corporatisme, le prix pouvait contrôler tous les syndicats, les patrons, les associations civiles, on appelle les associations, et également l'Église. Tous étaient inféodés au parti. Tous jouissaient d'une certaine liberté d'action à condition de rester inféodés au parti. Et je dirais même que les partis politiques d'opposition, dont le PAN, étaient contrôlés par le parti dominant, qui était le PRI. Sans parler évidemment des partis satellites du PRI qui apparaissent çà et là au moment des élections pour faire croire un pluralisme politique. Dans cette optique, il y a eu une division structurelle des fonctions. D'un côté, les politiques qui gouvernent, de l'autre côté, les entrepreneurs qui font des affaires. Je peux entreprendre, je peux gagner de l'argent, à une condition, c'est que je ne remette pas en question le pouvoir et le monopole du politique, du prix. Au cours de la période de substitution des importations, c'est ainsi que les grands entrepreneurs ont pu bâtir des fortunes et se constituer des empires, justement parce qu'ils bénéficiaient de la protection du prix. Quel est le problème? Le problème, c'est que les narcotrafiquants sont eux aussi des entrepreneurs. Pareil pour la corruption, moi je suis sociologue. Je ne vais pas vous dire le narcotrafic c'est bien ou c'est mal, ce n'est pas mon travail. J'essaye simplement de savoir comment fonctionne cet acteur et quelles sont les implications de ces stratégies sur le système politique. Ce que je vous dis, c'est qu'à partir de mes études de terrain, je sais que le prix considérait les narcotrafiquants, les groupes de narcotrafiquants, comme des entrepreneurs. Ils dégageaient des bénéfices, ils pouvaient continuer à transgresser la loi à une condition, c'est qu'ils payent un impôt informel régulièrement aux représentants de l'État dans les régions où ils exerçaient leurs activités. Corruption? Eh bien non, ce n'est pas de la corruption, c'est de l'extorsion. Nous sommes là dans une période de l'histoire où le prix est dominant. Le prix, parti politique, exige des narcotrafiquants qu'ils paient un impôt informel pour continuer leurs activités. C'est de l'extorsion. Pourquoi?
Parce que l'acteur dominant, c'est le politique. Malheureusement, ou heureusement, ça rien, nous ne sommes plus dans cette situation-là au Mexique aujourd'hui. Dans de nombreuses régions du Mexique, l'acteur dominant, ce n'est plus le politique, c'est l'acteur privé. Et à certains endroits, l'acteur privé dominant, c'est le narcotrafiquant, el capo. Donc, voilà quelle est la situation. Ce clientélisme, ce corporatisme, c'est la corruption, l'usage ciblé de la violence légale vis-à-vis des traîtres au prix, et les étudiants qui ont manifesté en 1968 au Mexique savent de quoi je parle, hein. Le contrôle des institutions judiciaires et policières, autre caractéristique du prix, n'est-ce pas? Les policiers, les juges peuvent être corrompus, les juges ont la possibilité de transgresser la loi. Au Mexique, on peut acheter des juges. Hein? Lorsqu'on est un acteur économique ou politique dominant, c'est encore un héritage du prix. Bref, tout cela a abouti à ce que l'on pourrait appeler la pacification des rapports sociaux et politiques. Notamment par l'intégration des marges criminelles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les narcotrafiquants considérés comme des entrepreneurs. Légaux, illégaux, criminels, mais des entrepreneurs. Donc, ça, c'est le fondement du système politique mexicain. Maintenant, on va voir comment cette structure du système politique mexicain a changé dans la période récente. Alors, on dira que la période priiste, lorsque l'on fait une périodisation du rapport entre pouvoir et mafia au Mexique, on reconnaît que la période la plus florissante au Mexique de ces rapports a été entre 1960 et les années 2000. Donc, au cours de cette période, on a eu un contrôle politique des marges par le centre au Mexique à travers donc le prix. Le changement a commencé à partir des années 1983-1985. C'est ce que j'appellerais la transition institutionnelle. 1983-1985, ce sont les lois de décentralisation municipale au Mexique. 1991, élection des gouverneurs. Donc, plus de dédasson. Ou du moins, il va falloir trouver un autre moyen pour faire du dédasson sans le doigt. Donc, parallèlement à ce mouvement, à cette politique de décentralisation, on va assister au développement de stratégies de régionalisation des groupes criminels. Les groupes criminels ne vont plus s'adresser directement aux représentants de l'État au niveau national.
leur vis-à-vis va être le gouverneur. Le gouverneur, à partir de ces années-là et jusqu'à aujourd'hui, est devenu le pivot central du système politique mexicain, alors qu'auparavant, c'était le gouverneur du gouverneur, c'est-à-dire le président de la République. Le gouverneur a tous les droits. Il n'a de compte à rendre à personne. Aucun juge ne va aller lui demander d'où il a tiré sa fortune, d'où il a tiré l'argent avec lequel il a acheté ses ranchos, avec lequel il a acheté ses sociétés immobilières. Personne ne va rien lui demander. Il peut avoir des propriétés à Miami ou ailleurs. Personne ne va lui demander d'où vient l'argent avec lequel il les a achetés. Ça, donc, 1983, 1985, jusqu'à 1991, la transition institutionnelle, qui a abouti à une autonomisation des pouvoirs locaux et à une régionalisation des stratégies des groupes criminels. Deuxième période clé, c'est la transition économique dont parlait Braulio en introduction, c'est-à-dire une période de Salinas de Gortari, 88-94. Qu'est-ce qui s'est passé? Au cours de cette période, le Mexique est entré dans le GATT, qui s'appelait encore le GATT, et a été signé l'accord de libre commerce avec les États-Unis. Très important l'accord de libre commerce, je dirais même fondamental pour expliquer le pouvoir pris par les narcotrafiquants au Mexique. Pourquoi? Parce qu'on a fait une réforme structurelle qu'on appelle une thérapie de choc. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a ouvert les frontières du Mexique. Les paysans mexicains, les rancheros, je ne parle pas des petits paysans, je parle des gros paysans, les rancheros, n'étaient pas préparés à la concurrence avec les rancheros des États-Unis. Ils pratiquaient une agriculture extensive, ils n'utilisaient pas les engrais, ils étaient bons. Si bien que du jour au lendemain, leur production se sont trouvées soumises à la concurrence et qu'ils ont fait faillite. Vous achetez au Mexique des pommes nord-américaines et non des pommes venant du Chihuahua. Tu vois? Et on continue à le faire. Si bien que ces rancheros, qui étaient, je vous le rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, le relais dans les campagnes, le relais politique du prix, le relais social et politique du prix, se sont convertis, pour nombre d'entre eux, ceux qui ne voulaient pas faire faillite, ils se sont convertis à la culture de drogue. Et notamment dans les régions nord du Mexique, dans les différents États du nord du Mexique. Problème, qui sont les rancheros. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais
avec le gouverneur de Chihuahua qui m'avait invité dans son hélicoptère pour me présenter cette terres. Voilà. Nouveau-Lyon. Il est en dessous. C'est mon ranch. D'accord, très bien. Un quart d'heure après, il était toujours en train de me dire c'est mon ranch. Il dit mais il va jusqu'à la ville de Mexico, votre ranch? Comment est-ce possible? Non, non, si, c'est mon ranch, je vais te faire visiter, tu vas voir, on va faire le tour. C'est-à-dire que les grands propriétaires terriens du Mexique, rancheros, sont devenus, grâce à l'appui des autorités locales, le gouverneur, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a donc acquis une légitimité politique du fait que maintenant il est élu. Donc ces rancheros sont devenus des producteurs de drogue, et comme leur ranch se situe dans la zone où doivent passer les routes qui mènent aux États-Unis, ils ont donc utilisé cette rente foncière que constitue leur ranch pour construire des pistes d'aviation et permettre justement que la drogue soit acheminée aux États-Unis. Ils ont pris, d'une certaine manière, le contrôle des routes de la drogue. 1. 2. La fayuca. Et oui, la contrebande. Ça ne sert plus à rien d'être fayuquero à partir du moment où les frontières sont ouvertes. N'est-ce pas? Et la fayuca fournissait un travail à un nombre de personnes qui justement vivaient, et qui vivaient du fait d'aller acheter les produits aux États-Unis, de payer les douaniers, corruption institutionnelle, n'est-ce pas, dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir transporter ces objets qu'on retrouvait ensuite sur le marché de Tepito ou d'ailleurs. Et vous pouviez faire vos commandes vous-même, il suffisait de connaître un fayuquero, vous lui disiez je veux tel modèle, telle marque, il allait vous chercher aux États-Unis, il vous le livrait chez vous, comme maintenant on vous livre une pizza dans votre appartement quand vous avez faim. Voilà. Ces fayuqueros se sont retrouvés sans emploi, puisque maintenant, à partir de 1994, il suffisait d'aller au supermarché du coin pour trouver à un prix souvent moindre le produit dont vous aviez besoin, qui était de marque étrangère. Qu'est-ce qu'ils ont fait les fayuqueros? Les fayuqueros, ils étaient habitués aux routes de la contrebande. De la même manière que les routes de la soie servent actuellement de route pour transporter l'héroïne d'Asie vers l'Europe, eh bien les routes de la fayuca ont servi de route pour le trafic de drogue. On connaissait déjà les douaniers, on a continué à les corrompre, les douaniers ont continué à faire des affaires, les narcotrafiquants aussi, ils ont utilisé les mêmes routes. Je dirais même qu'ils les ont rentabilisées, parce qu'on va utiliser les mêmes routes, qui sont des routes transnationales qui passent par le Mexique, pour diversifier les activités économiques illégales. Sur ces routes, on va faire passer des immigrants clandestins, on va faire passer de la drogue, et on va même les utiliser pour le retour en faisant passer des armes. Ce sont les mêmes routes qui transportent, qui permettent le transport. Et les armes sont devenues, à l'heure actuelle, le souci principal du gouvernement mexicain. Il y a trop d'armes au Mexique. Il y a les armes qui proviennent du commerce
légales. Il y a les armes qui ont été fournies par les États-Unis aux militaires mexicains, mais aussi aux militaires mexicains dans le cadre de l'initiative Mérida, 2007. Et il y a toutes les armes que vous pouvez trouver à Tepito ou ailleurs. Je vous parle beaucoup de Tepito parce que je travaille sur Tepito. C'est mon terrain de recherche. Que vous pouvez trouver à Tepito ou ailleurs et qui sont en vente libre. Alors, évidemment, elles ne sont pas là, les armes. Elles sont là, dessous. Mais il suffit, vous êtes mexicain, vous savez très bien qu'il suffit de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour pouvoir faire une affaire. Ça s'appelle le système de recommandation. Donc, vous pouvez acheter des armes au Mexique. Vous pouvez les acheter facilement. Et tout le monde, enfin, pas tout le monde l'achète, mais le gros problème, c'est que les petits délinquants qui ne font pas confondre avec les gros capots en achètent également. Si bien que maintenant, vous allez retrouver une petite délinquance armée et qui n'hésite pas à user des armes pour contraindre ses victimes. C'est ce qui fait également qu'on a eu un accroissement de la violence, mais pas simplement de la violence criminelle des narcotrafiquants, mais également de la violence liée à la délinquance de rue au Mexique. Avant, on vous donnait un coup de poing dans la figure, maintenant, on vous assassine. Si vous n'obtempérez pas, c'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes attaqué dans une rue au Mexique, vous donnez tout ce que vous avez. Vous ne résistez pas. Vous perdrez votre argent, mais vous ne perdrez pas votre vie. Parce que le risque qu'on vous prenne votre vie est très important. À cause, justement, du fait qu'il y a beaucoup d'armes, beaucoup trop d'armes en circulation au Mexique. Donc, troisième période clé de la transformation du système politique mexicain, c'est la transition politique. Transition institutionnelle, transition économique, transition politique. Donc, à partir de l'alternance de 2000 avec Fox et Calderón, c'est-à-dire l'accession du PAN au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette transition? Pendant la période Fox, rien. Pendant la période Calderón, la guerre contre le narcotrafic. 2007, initiative Mérida, guerre contre le narcotrafic. L'objectif de cette guerre, ça a été donc qui s'est faite à l'instigation des États-Unis, parce que les États-Unis ont cru que la politique répressive pouvait mettre un terme au narcotrafic au Mexique. Cette guerre contre le narcotrafic a été un échec. Un échec, je dirais, patent. Alors, comme il ne me reste pas beaucoup de temps, et que je pense qu'ensuite nous pourrons développer ces choses-là d'une manière peut-être plus ciblée, voici pourquoi cette politique prohibitionniste répressive a été un échec. Elle a débouché sur un accroissement de la violence au Mexique. Violence dans la société, violence dans les prisons. Elle a débouché sur un accroissement
de la corruption régionale, politique et institutionnelle. Les narcotrafiquants ont payé de plus en plus les policiers et les juges pour bénéficier de leur protection. Auparavant, c'était le prix qui avait le dernier mot. C'était ce qu'on appelle en économie le pouvoir en dernier ressort. Le policier pouvait recevoir de l'argent du narcotrafiquant, mais si le gouverneur, le ministre, lui demandait d'arrêter le narcotrafiquant, il le faisait. Maintenant, il ne le fait plus, il ne le fait tellement plus qu'en même temps qu'il est policier, il est membre de l'organisation criminelle. Gros problème. Quand vous avez affaire à un policier au Mexique, vous ne savez jamais quel statut il a en face de vous. Est-ce que c'est un policier qui représente l'État? Est-ce que c'est un narcotrafiquant qui est déguisé en policier? Ou est-ce que c'est un policier qui travaille pour un narcotrafiquant? Eh oui, mais ça pose un gros problème. Parce que le policier, il représente la loi, l'ordre, l'État. Si vous n'avez plus confiance dans la police, vous n'avez plus confiance dans l'État. Et si vous n'avez plus confiance dans l'État, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez voter pour un parti différent du prix, parce que l'État, c'est le prix. Vous allez voter pour un autre parti, ou vous allez aller à la pêche le jour des élections. Donc, accroissement de la violence, accroissement de la corruption, accroissement des atteintes aux droits de l'homme par l'armée, parce que Calderón, confronté au problème de la corruption policière, l'a dépassé en embauchant l'armée pour circonscrire le pouvoir des narcotrafiquants. On a donc assisté à une militarisation de la lutte contre le narcotrafic. Problème, à quoi sert l'armée? À défendre les frontières nationales. L'ennemi, le Mexique n'était pas attaqué, il n'y avait pas d'ennemi extérieur. Cependant, on a utilisé l'armée, et en plus, l'armée qui ne touche pas terre, c'est-à-dire la marine, pour réprimer les narcotrafiquants. Parce que la marine, à l'intérieur de l'armée, est le corps qui était censé être le moins corruptible. N'allez pas croire que l'armée n'a jamais été corrompue. L'armée n'est pas vierge au Mexique. Moi, j'ai été faire des campagnes d'épandage de produits toxiques sur les plantations de drogue avec la police mexicaine, et il y a des endroits où les policiers n'allaient pas. Ils me disaient, tu vois les petits points verts qu'il y a autour du champ, là? Oui. Et ce sont des militaires qui protègent les plantations. Ce sont leurs plantations. Donc, on n'y touche pas. Ça existe. Je ne l'ai pas inventé. Pas d'Hollywood. Donc, militarisation de l'ordre public, l'armée en place, la police dans sa fonction de rétablissement de l'ordre public. Perte de légitimité du politique, le politique incapable d'enrayer la violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini le prix, la pacification des rapports sociaux. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Diversification des activités criminelles. Les gros criminels
donc en même temps qu'ils font du trafic de drogue, pratiquent les extorsions, et notamment les extorsions d'entrepreneurs. Si vous habitez dans le Tamaulipas et que vous avez une affaire, un commerce, vous ne pouvez pas continuer à l'exercer sans payer ce que moi j'appelle un impôt informel au groupe criminel. C'est ce qu'on appelle le marché de la protection. Tu as besoin de moi pour te protéger, entre parenthèses, contre moi-même. Voilà. C'est le racket et le marché de la protection. C'est important. Vous allez à Guadalajara, vous discutez avec les patrons de discothèques, avec les patrons de bars, avec les commerçants. C'est pareil. Ce marché de l'extorsion, du racket, de la protection, le gros problème, c'est qu'il ne peut s'exercer qu'avec l'assentiment des autorités locales. Hein? Les autorités locales qui sont la police notamment, qui protègent et qui participent et qui profitent financièrement de ce marché. Mais maintenant, ce n'est plus le policier qui dirige, c'est le narcotrafiquant ou le criminel. C'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'on a maintenant une inversion des rapports de pouvoir. Ce n'est plus le parti qui contrôle les syndicats, ce sont les syndicats du crime qui contrôlent les représentants du parti dans certaines régions du Mexique. Régionalisation du trafic, multiplication des groupes de narcotrafiquants. Pourquoi? Parce que la stratégie de Calderón a consisté à dire « je n'ai pas les moyens de m'attaquer à tous les groupes criminels, je vais faire en sorte qu'ils se fassent la guerre entre eux et qu'ils se neutralisent entre eux. Pour ça, je vais couper les têtes. » Une mafia, c'est une organisation qui fonctionne de la même manière que le prix. C'est une organisation pyramidale. En haut, vous avez le président du conseil d'administration. On l'appelle le capot, le parrain, el padrino, ce que vous voulez. Son utilité, à quoi sert-il? Il sert à pacifier les relations entre les différents clans criminels qui composent son organisation. Si vous coupez la tête, les clans criminels vont se faire la guerre entre eux. C'est la stratégie qui a été utilisée par Calderón. Elle a fonctionné. Elle a fonctionné en termes quantitatifs de prisonniers, de détenus dans les prisons. Elle a fonctionné en termes de morts, d'assassinats, de règlement de compte. Mais il n'empêche que, au bout du compte, vous avez toujours autant d'activités criminelles au Mexique, et vous en avez même davantage. Parce que c'est les grands groupes criminels qui étaient, par exemple, au nombre de 6 quand Calderón est arrivé au pouvoir, eh bien maintenant ils sont 18. Et ils se répartissent le territoire national. Et ils ont créé de nouvelles routes. Et ils ont créé de nouvelles opportunités de corruption avec les représentants des autorités politiques et institutionnels locaux. Autorités locales. Voilà. Donc, nous avons maintenant un système qui ne fonctionne plus. C'est pour ça que le peuple mexicain, contrairement aux prévisions, s'est déplacé massivement pour aller voter et a voté pour une contre-alternance. La contre-alternance, c'est
le retour du PRI au pouvoir. Illusion! Ce n'est plus le même PRI qui arrive au pouvoir maintenant que celui qui était au pouvoir avant 2000. Les rapports de pouvoir et de domination, entre-temps, se sont inversés. Le PRI va devoir partager le pouvoir. Qu'a demandé le peuple mexicain à travers cette élection? Il a demandé au PRI d'utiliser son expérience pour pacifier à nouveau les rapports sociaux. Le PRI a l'expérience de la négociation. Il faut négocier avec les narcotrafiquants pour faire baisser le niveau de violence. Le peuple mexicain est dans l'illusion. Le peuple mexicain est confronté au dilemme suivant. Ou on négocie avec les narcotrafiquants et on accroît les opportunités de corruption de la part des narcotrafiquants, n'est-ce pas? Quand on négocie, il faut mettre de l'huile pour la négociation. Cette huile, ça s'appelle la corruption. Contre la corruption, on pacifie. Je te laisse continuer à condition que tu me payes. La transgression tolérée de la loi, Foucault appelle ça des illégalismes institués. Ou alors, on continue à réprimer, et dans ce cas-là, on va avoir une augmentation de la violence. La situation actuelle est une situation de transition. C'est fini la phase de répression à outrance. On continue à réprimer, mais on va commencer à négocier de manière à faire baisser le niveau de violence. Le seul problème étant, un, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup trop d'armes au Mexique, et deux, qu'entre-temps, les narcotrafiquants ont acquis un statut dominant au niveau local et quelquefois régional, statal, dans de nombreux endroits du territoire mexicain. Merci pour votre attention. Bon. On n'a pas vraiment le temps de répondre complètement à ta question parce qu'elle est très compliquée. Il faudrait d'abord définir ce qu'on appelle une mafia. Il faudrait distinguer les mafias criminelles des mafias politiques. Et il faudrait faire une analyse de la distribution des pouvoirs, État par État, au Mexique. Quand tu dis que le gouverneur participe au business dans le Sinaloa, je n'en suis pas sûr. N'est-ce pas? Que le gouverneur profite du business, ça, clair. Ça, c'est clair. Qu'il soit le capot du Sinaloa, non. Parce que le Chapo Guzmán, il est plus fort que tout le monde. Donc, à partir du moment où on divise, où on distingue les mafias politiques des mafias économiques criminelles, le problème, c'est de savoir, moi je suis sociologue, c'est mon problème principal, qui domine qui. Hein? Eh bien ça, au Mexique, on ne peut pas le déterminer à un niveau national. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire
que le Mexique est un État mafieux. Le président de la République n'est pas le capot des capots du Mexique. N'est-ce pas? Par contre, et c'est là qu'il faut commencer, c'est là qu'il faut faire des recherches, au niveau local, mais là je ne parle pas du niveau estatal, je parle du niveau municipal. Ce que je peux dire, le fruit de mes recherches, c'est que les autorités politiques et institutionnelles localement ne peuvent pas ne pas être corrompus. Pourquoi? Parce que les narcotrafiquants au niveau local ont une telle capacité de corruption et de destruction, de par le fait qu'elles disposent de l'armement le plus perfectionné, qu'elles sont en mesure de corrompre les autorités politiques et institutionnelles locales. Sinon, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Combien de maires ont été assassinés au Mexique parce qu'ils refusaient le business? Donc c'est facile. Vous défendez l'état de droit. Vous dites, c'est mal. Il ne faut pas qu'un maire accepte d'être corrompu. Mais mettez-vous à la place du maire. S'il n'accepte pas, il est assassiné. Donc la culpa, elle vient d'où? Elle vient pas du maire. Elle vient pas du narco. Le narco, il fait son travail, puis c'est tout. Elle vient, et là, on répond certainement à ta question, elle vient de l'État. C'est parce que l'État est absent des régions enclavées du Mexique. C'est parce que la société politique a horreur du vide que les narcotrafiquants ont pris le pouvoir dans ces régions-là. C'est eux qui régulent les rapports sociaux. C'est eux qui régulent la distribution des richesses. Et ils font ce que j'appelle un développement de substitution. L'État, madame, l'État, depuis l'ouverture des frontières, depuis l'application des politiques libérales, n'a plus les moyens de faire de la redistribution sociale. Les entreprises d'État nationalisées ont été privatisées, celles qui n'étaient pas compétitives ont été fermées. Vous achetez des chaussures au Mexique, il y en a très peu, à part Flexi, qui sont encore fabriquées au Mexique. Sinon, vous achetez de la chaussure chinoise. Guadalajara, il y avait des tas d'usines de Mexique, de fabrication de chaussures. Elles n'y sont plus. Où y sont les ouvriers de ces usines? Où y sont-ils? Ils sont dans l'informel. Mais l'informel ne peut pas absorber toute la main-d'œuvre qui a été déclassée. Moi, je le vois à Tepito. Les commerçants informels, eh bien, ils font de l'informel. Et puis le jour où ils ont besoin d'un petit peu plus de sous, eh bien, ils vont dans le Guerrero ou ailleurs chercher de la drogue pour la revendre à Tepito. Parce qu'ils font le travail que l'État ne fait plus. L'État ne maintient pas l'ordre public. L'État n'est pas capable de redistribuer en service public. Mais vous allez dans le Chihuahua, dans la Tarahumara, que connaît bien madame là-bas, vous ne voyez pas de service public. Qu'est-ce que les seuls représentants de l'État que vous voyez? Eh bien, c'est quand il y a une opération de répression, ce sont des militaires, n'est-ce pas? C'est tout. Sinon, vous ne le voyez pas, l'État. Qui c'est qui a le pouvoir localement? Ce sont los rancheros. Hein? Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Il faut arriver à voir... Alors, la légalisation
La légalisation, on va pas parler de ça, développer, parce qu'il faut d'abord distinguer dépénalisation et légalisation, qui sont deux choses totalement différentes. Ce dont vous parlez, je le sais, ce n'est pas d'autoriser le trafic de drogue. Ce dont vous parlez, c'est de dépénalisation. Ce n'est pas de légalisation, c'est de dépénalisation. C'est-à-dire, on ne réprime plus la possession et le transport de drogue pour un usage personnel. Vous parlez aussi de légalisation dans la mesure où on autorise la production de drogue par des cultivateurs, n'est-ce pas? Comme en France on produit du tabac, n'est-ce pas? Eh bien on va produire la maladie. Et la coca, vous allez continuer à la produire. Vous allez aller vendre dans les pharmacies de l'héroïne en libre circulation. Eh oui. Quand on parle des drogues douces, ça va, c'est facile. Mais une fois qu'on parle des drogues dures, ça devient plus compliqué, la légalisation. En Uruguay, on n'a jamais dit qu'on allait vendre de l'héroïne dans les pharmacies. Bon, je sais bien qu'on peut acheter des cigarettes dans les pharmacies au Mexique, ce qui est tout à fait particulier. Mais vous n'y trouverez pas de l'héroïne, sauf si la pharmacie est... Ouais, voilà. Merci. Oui, donc, ça aussi, c'est un problème qui est compliqué. Mais c'est une bonne question. C'est une banalité de dire que la production va aux États-Unis et que donc il faut s'attaquer au problème aux États-Unis. Alors ça, on se donne bonne conscience en disant ça, mais ça ne résout pas le problème. N'est-ce pas? Or, quel est le problème? Le problème, c'est que los gringos, eh bien, ils ont quand même pris des mesures. Ils ont fermé de plus en plus leurs frontières. Si bien que le coût du passage de la drogue vers les États-Unis a augmenté. Si bien qu'il est moins risqué pénalement et quelquefois plus économiquement que la drogue soit consommée au Mexique. Les pays producteurs, et ça c'est une évolution récente de ces 15 dernières années, les pays producteurs et transitaires par lesquels passent les routes deviennent de plus en plus des pays consommateurs de drogue. Et là, en même temps que le problème des armes, ça constitue une deuxième chose qui va plomber le gouvernement à l'heure actuelle. Le gouvernement, c'est que la demande est de plus en plus forte dans les pays producteurs et transitaires, dont le Mexique. Et oui, le Mexique est devenu un marché. Très important. Alors, ça, c'est une deuxième chose. Et ça, je vais vous le dire. On ne diminuera pas, je vous le dis court, n'est-ce pas? On ne diminuera pas le trafic de drogue au Mexique en continuant les politiques prohibitionnistes répressives. Un des moyens de rétablir la légitimité du politique et de diminuer
le pouvoir politique des narcotrafiquants, ainsi que le trafic de drogue au Mexique, je vous le dis court, c'est de mettre en prison les gouverneurs. On revient à votre truc tout à l'heure. C'est de mettre en prison les gouverneurs qui sont convaincus d'enrichissement illicite au Mexique. Évidemment, vous n'allez plus avoir beaucoup de gouverneurs. Mais vous allez avoir de la légitimité politique. Parce que l'acteur clé du trafic de drogue, ce n'est pas ce que vous montre Hollywood. Ce n'est pas le narcotrafiquant. L'acteur clé du trafic de drogue au Mexique à l'heure actuelle, c'est un sociologue qui vous le dit, c'est le gouverneur. Première chose. Deuxième chose, vous ne diminuerez pas le trafic de drogue au Mexique tant que vous ne vous attaquerez pas au blanchiment des bénéfices de la drogue. Le blanchiment, c'est qui? Otra vez, el gobernador. Pourquoi? Je vous le disais tout à l'heure, il n'a aucun compte. Le blanchiment, c'est qui? Ah, HSBC, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Il y a eu de la répression contre HSBC. Vous avez vu le président d'HSBC Mexico en prison? Non, 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 non. On ne va quand même pas s'attaquer à une. On va donner une amende dérisoire, même si elle est importante à HSBC. Mais on ne va pas punir pénalement les responsables du blanchiment. Alors ça, c'est ce que peut faire le Mexique. Après, évidemment, si vous vous attaquez au blanchiment, il faut s'attaquer aux paradis fiscaux. Ah oui, mais ça, le Mexique, il ne peut rien faire pour contre les paradis fiscaux. Ça, c'est une décision d'ordre international. La seule chose que peut faire le Mexique, c'est d'éviter que les paradis fiscaux, que dans les paradis fiscaux se mélangent les bénéfices de la corruption institutionnelle et du trafic de drogue. C'est-à-dire qu'il faut distinguer deux origines illégales qui permettent d'expliquer l'existence des paradis fiscaux. La corruption institutionnelle tolérée va s'y blanchir, mais ainsi que les bénéfices des activités criminelles, dont le trafic de drogue. Mais, si vous vous attaquez à la corruption institutionnelle, otra vez, el gobernador, n'est-ce pas? Le gouverneur est actuellement le cacique des caciques. Je ne dis pas le capot des capots, je dis le cacique des caciques, sur lequel, à certains endroits, s'appuient les narcotrafiquants. Alors, dans le Tamaulipas, dans le Michoacán, dans le Chihuahua, qui détient le pouvoir? C'est ça la grosse question. Qui détient le pouvoir? Eh bien, là, il faut aller travailler et il faut voir, localité par localité, quels sont les acteurs clés. Mais je vous le dis, ce n'est pas parce que vous mettrez les maires en prison parce qu'ils sont convaincus de corruption que vous résoudrez le problème. Pourquoi? Parce que l'armée, elle va faire une opérative. Elle va rester une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis elle va partir. Et quand elle sera partie, les narcotrafiquants reviendront.
si elle n'a pas laissé derrière elle des structures sociales et économiques fortes qui permettent de résister aux narcotrafiquants et à leur emprise territoriale. Lorsque Sinaloa, opération Condor au Sinaloa, on a vu arriver les hélicoptères de l'armée. C'est facile de réprimer les paysans. À ce moment-là, on réprimait, ce n'étaient pas les narcotrafiquants qui étaient stigmatisés, c'était les producteurs, les paysans. Alors c'est facile de réprimer un paysan, c'est comme un dealer de rue. Le paysan et le dealer sont cloués à leur territoire. Donc on sait où ils sont, c'est facile de les réprimer. Donc les hélicoptères arrivaient, mettaient en prison les paysans, les petits paysans qui cultivaient de la drogue, et puis ils sont restés 1 an, 2 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les narcotrafiquants du Sinaloa? Eh bien, ils ont émigré, ils sont allés s'installer dans le Jalisco et dans le Guerrero. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre un problème, on l'a déplacé et on a accru les zones de cultivos, parce que après, quand l'armée est partie, eh bien, les narcotrafiquants se sont réinstallés dans ces zones du Sinaloa où ils ont continué à produire. En plus, alors là, c'est encore, c'est vrai, vous allez dans le Sinaloa, vous avez des cultures intensives de ces 20 dernières années, des superficies incroyables de cultures intensives, modernes, les plus industrielles, qui sont avec quel argent? On pose la question. Donc ça veut dire encore une fois que ça fait que le narcotrafic sert au développement local. Au bénéfice de qui? Eh oui, c'est ça la grosse question. Au bénéfice de qui? Oui. L'histoire, moi je suis incapable de vous répondre en 1 minute sur les raisons historiques qui font que le prix a été le prix. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas étudier le système politique mexicain sans prendre en considération le prix. Alors, par contre, le Mexique n'est pas la Colombie. Ça a été l'erreur des Nord-Américains de croire que ce qu'ils avaient fait en Colombie, à travers le plan Colombia, le plan Colombie en 1999, ils allaient pouvoir le faire au Mexique en utilisant les mêmes méthodes. C'était voué à l'échec. Le Mexique n'est pas la Colombie. En Colombie, vous n'avez pas le prix. Et oui. Donc, vous n'aurez pas les mêmes effets des politiques de lutte contre le narcotrafic. Et on n'a pas de recette internationale. Les Américains ont échoué au Mexique, ils ont échoué en Afghanistan, il faut qu'ils se remettent en question. Les Mexicains ont échoué au Mexique, il faut qu'ils se remettent en question. Mais il faut savoir une chose, c'est que le narcotrafic ne sera pas éradiqué du jour au lendemain, n'est-ce pas? Il faut rétablir l'autorité de l'État, il faut rétablir l'autorité de la loi, c'est-à-dire construire notre État basé, madame, sur la légitimité sociale et politique, c'est-à-dire la participation de la société à la lutte contre le narcotrafic, contrôlée, pas le narcotrafic, la lutte, par l'État, justement pour éviter la dérive colombienne qui s'est appuyée sur des organisations paramilitaires pour réprimer les organisations criminelles de narcotrafic. Et une fois qu'elles ont été réprimées, ce sont les paramilitaires qui ont pris la place
des narcotrafiquants et qui se sont convertis en narcotrafiquants. Donc, les groupes d'autodéfense, d'accord, à condition qu'ils soient sous le contrôle d'une autorité publique. Hein? Donc ça, c'est une solution, effectivement, pour envisager une autre politique de lutte contre le narcotrafic. Mais il faut également que l'État soit en mesure de couper le développement de substitution qu'opèrent les narcotrafiquants au niveau local. Ce ne sont pas les acteurs privés qui doivent redistribuer les richesses nationales. On a besoin d'une médiation. Ça s'appelle l'État. Donc on va recommander au président de la République mexicaine, puisqu'il aime bien les lectures intellectuelles, qu'il lise Weber, n'est-ce pas? De manière à asseoir les institutions du pays sur un autre modèle politique que le modèle du prix. Et il va y être contraint parce que la société civile ne lui a pas donné un blanc-seing. C'est-à-dire que la société civile mexicaine va demander des comptes. Elle a appris à le faire. Elle va demander des comptes de plus en plus aux politiques. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. Et c'est une tendance récente sur laquelle il faut s'appuyer pour contribuer à la lutte contre le narcotrafic en Mexique. L'élection de Cardenas. Merci beaucoup, excusez-moi, merci beaucoup, Dion. Le temps, malheureusement, a continué son travail. Et il restait une question à répondre au fond de la salle concernant les effets de l'accord de libre-échange entre le Mexique et les États-Unis et le Canada. Si c'était réversible, si c'est, à votre avis, c'est réversible. Oui, si c'est réversible. Parce que ça, alors, se rejoint, hein. Les accords de libre-échange et de libre commerce, il n'y a pas que le Mexique qui en pâtisse. L'évolution du monde fait que la libre circulation des biens et des personnes et des marchandises va être soumise de plus en plus à régulation. Et je crois de plus en plus à la régulation étatique. C'est-à-dire pas simplement de la régulation supranationale, style OMC, mais de la régulation étatique ou régionale. Par exemple, l'Europe face aux importations, etc. On se rend compte de plus en plus que les délocalisations ont produit des effets négatifs dans les pays. Et donc, on va, je pense, travailler de plus en plus pour faire en sorte que les véritables détenteurs de la richesse, qui sont maintenant les acteurs privés, les multinationales, les grands entrepreneurs, payent de plus en plus d'impôts, parce qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est à ça que servent les paradis fiscaux aussi. Alors vous voyez, dans ces paradis fiscaux, ils abritent tout et n'importe quoi, c'est-à-dire les bénéfices des narcotrafiquants, les bénéfices de la corruption institutionnelle de los gobernadores, et ils abritent également les multinationales qui créent des filiales pour faire de l'optimisation ou de la fraude fiscale. Donc tout cet argent se mélange et c'est ce qui fait que les paradis fiscaux ont non seulement une utilité au niveau géoéconomique, mais ils ont également une légitimité, puisque ce sont les acteurs de pouvoir qui les utilisent, et les plus grandes entreprises mondiales. C'est pour ça que ça va être difficile d'agir à ce niveau-là,
Mais je pense que, effectivement, les opinions publiques, et nous sommes là pour ça, vont être de plus en plus sensibilisées à ce problème et vont réclamer aux États et au gouvernement de réagir, de prendre des décisions. Merci beaucoup encore, Lyon. Je tiens à te remercier parce que vraiment, je pense que c'était un exposé très très clair. Je vous invite à lire les livres de Jean Rivellois, Drogue et pouvoir, en pluriel, du Mexique au paradis. Et bien évidemment, en tant que membre de France Américaine Latine, je tiens à vous remercier de votre présence. Nous publions une revue trimestrielle qui s'appelle Falma, si vous voulez l'accueillir, et à la sortie de cet auditorium. Merci beaucoup à tous. On aurait bien voulu continuer à discuter sur beaucoup de autres problèmes qui concernent le Mexique, mais j'espère qu'on aura une autre occasion pour vous revoir. Merci encore et bonne soirée.